Alors, j'accueille maintenant Amélie Chrétien qui travaille au Muséum de Bourges. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Oui, c'est gentil. Merci. Oui. Du coup, je suis donc spécialiste chauve-souris au Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Je pense que certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu intervenir dans d'autres communes, peut-être sur le sujet. Ce que je vais vous présenter, ce que nous avons mis en place. Ce que nous avons mis en place en fait dans le département du Cher pour essayer de protéger justement les chauves-souris lors des rénovations thermiques des bâtiments. Lors des rénovations, mais aussi lors des démolitions. Là, ça concerne aussi les deux volets. Donc là, je représente aussi l'association Chauve qui peut, qui travaille également avec nous sur cette mission, et le bailleur social, donc Val de Berry, avec qui on a mis en place un partenariat justement pour les accompagner dans la démarche de conservation des chauves-souris lors de leurs travaux de rénovation et de démolition. Alors, ce que je vais vous présenter là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être répétées, parce que finalement, en fait, tout ce qui vient d'être dit là lors des autres conférences que vous venez d'avoir, finalement, en fait, je vais vous redire exactement la même chose, je pense, mais sur le volet chauve-souris, puisqu'en fait, c'est la même problématique, c'est-à-dire le fait d'anticiper au niveau des travaux, etc. Donc ça, je risque de me répéter un petit peu. Mais en tout cas, pour vous présenter un petit peu plus pour les chauves-souris, par rapport aux enjeux, il y a principalement deux genres de chauves-souris qui sont concernés. Les noctules et les pipistrelles. Donc les noctules, c'est une espèce qui va plutôt aller tout en haut des immeubles. Elle va plutôt coloniser à partir de 7-8 mètres de hauteur, par exemple. La pipistrelle, on peut la retrouver sur une maison individuelle, au rez-de-chaussée, derrière des volets en bois, on peut la trouver un peu partout, finalement. Et après, si on va un peu plus dans le sud de la France, il y a également les molosses de Cestonie qu'on peut retrouver. Donc, les chauves-souris, elles sont présentes tout au long de l'année. Donc là, il y a vraiment un enjeu, des enjeux forts, soit au printemps, en été, pour la période de mise bas, que ce soit en automne pour ce qu'on appelle le swarming, c'est-à-dire l'accouplement, ou en hiver pour l'hibernation. Donc en fait, vous avez tout le cycle biologique qu'on peut retrouver dans le bâtiment. Et donc, chaque étape de l'année a une importance pour tout simplement la survie en fait, de la colonie et de la population de manière générale. Donc en fait, les chauves-souris, vous allez les retrouver un peu partout. Une pipistrelle, par exemple, elle peut passer dans 10 mm. Si vraiment elle veut passer, elle passera dans 10 mm. Bon, on va dire plutôt 15-20 mm. Mais voilà, tant que le crâne passe, tout passe. Donc, vous pouvez les retrouver partout au niveau des joints de dilatation. Elles peuvent même se mettre dans les coffrets de volets roulants au-dessus des fenêtres, par exemple. Elles peuvent se mettre au niveau des retours des corniches. Elles peuvent se mettre absolument partout et tout au long de l'année. Et donc, donc là, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Il y a donc plusieurs risques. Quand vous venez faire une nouvelle isolation thermique par l'extérieur, on prend le risque donc d'emmener vivantes les chauves-souris dans le bâtiment. Il peut y avoir juste l'abandon des juvéniles, si par exemple ça tombe en été, mais les femelles vont pouvoir partir parce qu'elles seront volantes, les juvéniles ne sont pas volantes, donc ils vont rester sur place. Et on va dire au mieux, dans le pire des cas, c'est-à-dire qu'il y a uniquement une perte de gîte, mais la perte de gîte n'est pas négligeable non plus. Il faut justement éviter d'avoir du bâti stérile pour la biodiversité. Il faut toujours qu'il y ait un petit espace quand même pour accueillir la biodiversité. Donc là, vous avez des exemples d'indices de présence. On va essayer de savoir s'il y a des chauves-souris ou non dans un bâtiment. Ça peut être juste la présence de crottes, donc de guano, c'est la photo que vous avez au milieu. Donc ça, vous pouvez le retrouver par exemple dans les cages d'escalier à l'extérieur, ou juste en fait le long du mur à l'extérieur, ou sur le crépi. Vous pouvez voir éventuellement sur le crépi des petites traces, un peu de guano. Et puis sinon, vous avez les personnes qui occupent le bâtiment, qui peuvent aussi dire, soit les résidents, soit par exemple dans les bâtiments universitaires, bien les enseignants, etc., peuvent nous signaler par la présence par le cri, par les cris sociaux, en fait, on les entend aussi, les chauves-souris, même si elles sont bien dissimulées, on peut les entendre. Et donc là, voilà, c'est là où je redis ce qui a déjà été dit, d'où l'importance, en fait, de signaler le plus tôt possible les travaux pour qu'on puisse venir sur place et faire un diagnostic, voir quel type d'occupation, à quel moment de l'année, quelles espèces, etc. Et quelles méthodes on pourrait mettre en place, justement, pour toujours ne pas arrêter le chantier, faire en sorte que tout se déroule comme il le faut, tout en prenant en compte les chauves-souris et éviter la mortalité pendant le chantier. Donc là, je vais vous présenter quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, parce que maintenant, ça fait un certain nombre d'années qu'on présente ce cas. Vous avez aussi l'exposition derrière vous, qui représente justement ce que je vais vous présenter là. Donc, vous pouvez aller lire les kakémonos plus tard dans la journée si vous le souhaitez. Donc, en fait, nous, on a commencé, c'était autour de 2017-2018, où on a commencé à travailler sur un site, un bâtiment de l'IUT de Bourges, où il y avait environ 70 noctules communes qui étaient recensées dans les joints de dilatation et une dizaine de pipistrelles. Donc, l'enjeu est fort.
J'en profite pour rappeler la noctule commune. Je m'avance peut-être, mais je pense qu'à moyen terme, on ne l'aura plus en France. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres, par exemple, du MNHN, qui précisent que là, en 15 ans, on a perdu 88% des contacts acoustiques de la noctule commune sur un laps de temps très court. Donc, en fait, là, l'enjeu est très fort, tout simplement parce qu'en fait, la noctule commune cumule plusieurs menaces, soit par exemple les rénovations thermiques des bâtiments, mais ça peut être aussi l'éolien. Ça peut être... voilà, elle cumule toutes les menaces possibles, cette espèce, parce que c'est une espèce de haut vol, parce que c'est une espèce qu'on va trouver dans le bâti, c'est celle qui va voler justement à hauteur de nacelle pour les éoliennes. Et donc, malheureusement, cette espèce cumule et elle est elle est en régression très forte. Donc, il y a un enjeu très fort, et ça, c'est à l'échelle nationale. Entre chiroptérologues, on parle énormément de la noctule commune, puisqu'il faut en fait agir dès maintenant, et très rapidement. Surtout, vu le nombre de rénovations qui sont faites sur l'année, par exemple. Si on peut les prendre en compte dès maintenant, ça serait excellent. Et donc, par rapport au site de l'UT de Bourges, donc ce site était occupé. Donc là, vous voyez un exemple, par exemple, des endroits où elle se plaçait. Donc, vous avez en fait des joints de dilatation entre tous les étages, en fait. Sur tous les étages, au total, on avait 90 jointements. Et donc, il a fallu prêter attention à ces 90 jointements pour voir où étaient les chauves-souris. Donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure, les noctules se situaient plutôt tout en haut et au dernier étage, et les pipistrelles étaient un petit peu partout. Donc là, on est sur un site de swarming, donc en automne, d'hibernation, et aussi un site en saison estivale, donc un peu tout le temps, tout au long de l'année. Et donc, on a accompagné le chantier, donc là, toujours sur le site de l'UT de Bourges, on a accompagné le chantier pour sensibiliser l'équipe qui travaille tous les jours sur le chantier, pour leur dire de prêter attention à la présence des chauves-souris, de nous signaler s'ils voient par exemple la présence de guano, s'ils entendent des cris. On a bien évidemment signalé les disjointements qui étaient occupés, et progressivement en fait on a accompagné le chantier pour limiter la mortalité, faire en sorte qu'il n'y ait pas de chauves-souris présentes au moment du chantier. Et donc ça, c'est une notion qui revient souvent aussi dans les propositions, c'est aussi de travailler sur le phasage du chantier pour essayer de faire en sorte d'intervenir au moment où les chauves-souris ne sont pas présentes. Par exemple, les noctules, c'était plutôt automne-hiver. Donc, il y avait un peu moins d'enjeux, on va dire, au printemps, mais ce n'est pas pour autant qu'on a laissé tomber les pipistrelles qui sont là en printemps-été. Et donc, le bâtiment a été sécurisé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a fait en sorte que les chauves-souris ne puissent plus revenir dans le bâtiment tout au long du chantier. Par contre, le deal, c'était qu'à la fin, il y ait de quoi accueillir les chauves-souris à la fin du chantier. Donc, on a proposé ce type de gîte que vous avez là tout à droite. C'est un gîte en bois qui fait 1 mètre de long. Donc là, c'était un modèle qui était pensé pour les noctules. Et vu le nombre d'individus, donc un gîte assez grand quand même, 1 mètre de long sur environ une trentaine de centimètres de haut. Et puis, ça, c'était expérimental. C'était la première fois qu'on mettait ça en place. Donc, on l'avoue, on a aussi un petit peu, on y a été à tâtons, c'est-à-dire qu'on a essayé plusieurs hauteurs du gîte, par exemple. Tout simplement, il y en avait un, il était à 25 mm. On s'est aperçu qu'on avait des passereaux qui s'installaient dedans et qui commençaient à mettre plein de débris végétaux dedans. Donc, on a ajusté au fur et à mesure. Et maintenant, en fait, on est arrivé à un modèle de gîte qui est vraiment à destination des noctules ou des pipistrelles. C'est pas, voilà, on n'est pas contre les passereaux, mais par contre, c'est une gestion différente. Des fientes, c'est pas la même chose que du guano de chauve-souris qui est plus sec et qui va s'envoler, qui va être en fait. Là, ce que vous voyez, le gîte, il est incliné sur la pente, sur l'entrée. Ça permet tout simplement au guano de s'évacuer, tout simplement par gravité. Et à chaque fois que vous avez des chauves-souris qui rentrent et qui sortent, en fait, elles vont aussi emmener avec elles le guano. C'est-à-dire qu'elles vont, en fait, le gîte va rester normalement propre en quelque sorte. C'est-à-dire que le guano va s'évacuer naturellement. Et donc, en fait, ces modèles de gîte, l'objectif, c'était de faire quelque chose qui soit pérenne dans le temps, qui soit aussi assez esthétique, discret. Donc là, vous voyez les différentes étapes tout au long du chantier. Le gîte, on vient l'intégrer directement dans l'isolation. C'est-à-dire sur l'ancienne façade, puis il est recouvert par la nouvelle isolation, il est recouvert par le bardage final, et à la fin, tout ce que l'on voit, c'est uniquement cette petite fente, comme une fente de boîte aux lettres, par laquelle les chauves-souris peuvent rentrer et sortir. Et elles n'ont aucune difficulté à rentrer et à sortir, même si ça ne fait que 20 mm. Elles sont extrêmement agiles. Donc après, par exemple, le bord du gîte peut être peint exactement de la même façon que la couleur de la façade, pour que ce soit encore plus discret. Et donc, ces types de gîtes, ils sont adaptés sur chaque bâtiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fournir un plan qui soit universel tous les bâtiments, parce qu'en fait, il est fait sur mesure aussi par rapport à l'épaisseur de l'isolation que vous allez mettre, au type de bardage que vous allez mettre, etc. Donc, bien sûr, il y a le modèle de base, par contre, il est adapté
Et c'est pour ça qu'il faut qu'on accompagne aussi, par exemple, Val de Berry pour le choix du gîte, des emplacements, la taille, pour quelles espèces, etc. Voilà. Donc, il faut vraiment, c'est pas juste un gîte qu'on va venir poser, il faut quand même que ça soit accompagné d'un diagnostic sur les endroits. Par exemple, on ne va pas mettre un gîte au-dessus d'une fenêtre, au-dessus d'un balcon, pour éviter les éventuels guano sur la terrasse ou sur le balcon ou sur l'entrée de l'immeuble, par exemple. Il faut éviter de mettre un gîte juste en face d'un lampadaire. Voilà, c'est plein de petits éléments comme ça à prendre en compte au moment où on installe un gîte pour bien optimiser en fait les chances de colonisation par les chauves-souris. Alors là, juste vous présenter, tu me dis si jamais. Ouais, ok. Juste vous présenter donc un peu plus. On a une convention justement qu'on avait signée avec Val de Berry en 2018, une toute première convention. Alors tout au début, on était parti sur un autre modèle de gîte qui finalement ne fonctionnait pas. Donc, du coup, on l'a amélioré. C'est comme ça en fait, c'est expérimental aussi, il faut l'avouer. Et on est arrivé donc à ce type de gîte que je vous ai présenté à l'instant et qui fonctionne. Donc avec Val de Berry, ce qui se passe, c'est qu'ils nous fournissent en fait la liste des bâtiments soumis à démolition et rénovation pour les années à venir. Donc là, en ce moment, on a environ une dizaine de sites de démolition et entre 15 et 20 sites d'ITE, donc de rénovation thermique par l'extérieur. Et quand je parle de site, c'est un endroit où vous allez peut-être avoir plusieurs bâtiments, vraiment d'un site global. Donc, il faut prioriser aussi. Mais après, il y a des bâtiments où il n'y a pas forcément d'enjeu. On va juste conseiller, par exemple, la pose de gîte, ou après, ça demande plus d'accompagnement si, par exemple, il y a la présence de chauves-souris. Et là, dans ces cas-là, on n'oublie pas ce qui a été signalé tout à l'heure, c'est aussi de remplir le fameux SERPA, c'est-à-dire la demande de dérogation, parce que là, ça concerne toujours des espèces protégées. Donc ça, je pense que le reste, tu l'as présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi énormément tout ce qui concerne la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on assiste aux réunions de chantier pour parler concrètement avec les personnes qui sont là au quotidien. On va tenir des stands au pied des immeubles, par exemple, pour sensibiliser les résidents, leur expliquer ce qui va se passer sur leur immeuble, ce qu'on va installer. Pourquoi est-ce que le soir, il y a des personnes qui restent plantées devant leur bâtiment pendant 1 heure? Eh bien, ce sont les naturalistes qui sont là pendant 1 heure et qui regardent fixement la façade du bâtiment pour essayer de voir d'où sortent les chauves-souris. Parce que ça peut inquiéter aussi de voir des personnes comme ça dans le bâtiment. Donc voilà, on est là pour avoir un contact aussi étroit avec les résidents et parce que ils sont en première ligne pour nous indiquer aussi s'ils voient des chauves-souris ou s'ils les entendent. Et juste pour finir, on travaille aussi, alors dans une moindre mesure, on travaille surtout essentiellement avec Val de Berry dans le Cher, mais on répond aussi aux demandes des particuliers sur les maisons individuelles. Si quelqu'un fait une rénovation thermique de sa maison, on peut éventuellement accompagner pour le conseiller en fait sur l'endroit où poser le gîte, comment construire le gîte, etc. Par contre, on peut par exemple juste fournir le gîte, le plan du gîte, mais on ne va pas aller jusqu'à construire le gîte et le livrer. On ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Voilà. Et dernière chose aussi, on travaille également avec la commune de Bourges pour le plan école de Bourges, puisqu'il y a donc les écoles qui vont être rénovées thermiquement en partie sur les prochaines années. Et donc là, c'est pareil, on accompagne pour faire un petit diagnostic et poser des gîtes et faire le suivi. J'ai oublié aussi. Quand on pose des gîtes, c'est aussi faire le suivi après pour voir ce que ça donne en termes d'écolonisation. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et moi, je suis là toute la journée. Si vous avez d'autres questions aussi au cours de la journée, n'hésitez pas à me dire. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour, Amélie bénévole à l'IPE Touraine. J'avais une question, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur l'occupation des gîtes par les chauves-souris? Parce que c'est vrai qu'elles peuvent être un peu tatillonnes des fois sur l'emplacement, etc. des gîtes, donc si vous avez un retour, c'est intéressant. Eh bien, merci pour la question, parce que j'ai oublié de le dire, c'est vrai pendant la présentation. C'est que si on prend par exemple le site de l'IUT de Bourges, on a installé 6 gîtes. Les 6 gîtes sont occupés. Et ils ont été occupés en fait dès la première saison, dès le premier automne, à la fin du chantier. Les noctules sont revenus sur site. Parce qu'en fait, les chauves-souris sont extrêmement fidèles, c'est-à-dire que là, les noctules en plus sont migratrices. Donc elles ont l'habitude de revenir toujours au même endroit. Et là, quand elles sont revenues, eh bien, il y avait les gîtes à disposition et en fait, elles se sont installées directement dans les gîtes. Donc, on n'a pas trouvé tout de suite l'effectif initial, ça réaugmente d'année en année. Et une autre Oui, bonjour. Vous dites que c'est en régression la population. Et pourquoi pas s'imaginer, c'est d'intégrer automatiquement un gîte ou sur chaque chantier, histoire de favoriser le développement de ces espèces. Alors oui, effectivement, ça peut être une idée. Après, pour moi, la pose de gîte n'est pas
la solution. Pour moi, c'est aussi le diagnostic avant. Parce que si, par exemple, on ne fait pas de diagnostic avant, et si on détruit la colonie qui est présente sur place, on aura beau installer le gîte, s'il y a quelque chose, oui, ça ne fait rien. Donc, du coup, c'est pour moi ce qui devrait être systématique, c'est le diagnostic en amont, et le plus tôt possible. Et ça se met en place progressivement. En tout cas, avec Val-de-Berry, pour l'instant, c'est bien intégré, cette méthode. Et après, ça, on va pas trop aborder non plus. C'est en termes de moyens humains. C'est-à-dire que nous, on fait muséum et l'association Shopkeeper, on n'est pas assez nombreux pour couvrir tout le département. Et le nombre de chantiers. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est on priorise aussi. Donc, ça devrait être fait de manière systématique. Après, je pense qu'il faut faire appel à une structure extérieure, comme un bureau d'études, par exemple, pour accompagner les bailleurs sociaux et gestionnaires du bâtiment. Et si je peux compléter, je vous parlerai tout à l'heure cet après-midi du projet Un toit pour la biodiversité, où justement on va former du monde pour pouvoir justement derrière démultiplier les possibilités de diagnostic préalable partout sur le territoire régional. Est-ce qu'il y a une autre question, quelque chose? Oui. Ah, Romain. Je vais reposer la même question tout à l'heure. Est-ce que vous avez des retours sur les coûts, par exemple, avec Val-de-Berry? Alors, on est un cas assez particulier, dans le sens que moi, je fais partie du Muséum d'histoire naturelle de Bourges. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne facture pas ce que l'on fait. C'est vraiment dans l'émission. Donc, pour le moment, pour Val-de-Berry, c'est plutôt sur le coût de la construction du gîte. Voilà. Par contre, là, ça se développe. Et là, on les invite aussi à faire appel maintenant à une structure extérieure comme un bureau d'études, parce qu'on ne peut pas tout assumer. Ouais. Donc là, en termes de coût, tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, c'est le coût du gîte en lui-même. Alors, à la base, il était à 600 € le gîte d'un mètre. Il faut être honnête, ces dernières années, on a tous constaté, même d'un point de vue personnel, les prix ont fortement évolué. Donc là, après, ça dépend du fournisseur et du constructeur du gîte pour le coût du gîte. Ça peut aller de 200-300 € le gîte à bien plus. Bonjour, je m'appelle Cécile Leroux, je travaille au conseil départemental d'Indre-et-Loire. On va peut-être répondre à deux voix justement à la question qui vient d'être posée, un retour sur les coûts, puisque le département s'investit dans un contrat de performance énergétique et environnementale pour la rénovation de plusieurs bâtiments, avec la LBO notamment. Et donc, il y a eu une étude cette année qui a été faite. Donc, c'est 20 lieux qui ont été prospectés. Alors, 20 sites, c'est important de le dire, parce qu'un site pouvait comprendre jusqu'à 10 bâtiments. Donc, voilà, 20 sites prospectés, diagnostiqués, et des préconisations faites pour chacune d'elles, chacun de ces lieux. Et donc ça, ce pré-diagnostic avec ce grand nombre vraiment important de bâtiments, c'était une étude à environ 10 000 €. Et les préconisations faites, c'est essentiellement des choses qui peuvent se faire en régie, c'est beaucoup de bon sens, c'est beaucoup d'aménagements plutôt faciles à réaliser. Donc par rapport au coût de rénovation des bâtiments, ce sera vraiment une partie extrêmement minime. Voilà, on n'est pas tout à fait à 5% du prix de la rénovation des bâtiments pour un accueil estimé optimal dans le conseil de l'étude. Bonjour, Vincent Marlin, Fédération du bâtiment. Juste pour bien préciser qu'en fait, effectivement, il y a des coûts à l'installation et qu'il y a beaucoup de réglementations sur les bâtiments et que des fois, on voit les problèmes longtemps après. C'est pour ça qu'il y a des décennales sur 10 ans. Et donc, effectivement, il y a de la réglementation et tous ces nids, tous ces abris, en fait, il faut vraiment que ce soit validé à la fois techniquement et également par les assurances et que c'est pas simplement en se disant on va faire une petite boîte et on va la coller là, dans l'isolation extérieure qu'on refait, que tout va bien se passer. Et donc, après, il y a des questions de responsabilité derrière. Il faut vraiment faire vraiment attention. Et donc, je recommande à tous les gens présents ici de vous rapprocher notamment des structures comme la nôtre, la Fédération du bâtiment, qui pourra valider, notamment techniquement. Alors, nous, on accompagne les entreprises pour ça, de façon à ce qu'elles ne fassent pas n'importe quoi, parce qu'en général, c'est elles les responsables, mais des fois, ça peut également être le maître d'ouvrage. Et sur un grand bâtiment comme ça, s'il faut refaire toute l'isolation extérieure ou une grande partie, au bout de 3 ans, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont, il y a eu des points de condensation dans l'isolation, ça détruit, etc. Là, ça commence à causer souci et la facture n'est pas de quelques centaines d'euros en général. En tout cas, pour le moment, ça fait 4 ans, tout va bien. Mais oui, effectivement, après, c'était expérimental au début aussi, et ce concept, en fait, est voué à évoluer des compétences des uns et des autres, des retours d'expérience, parce que là, voilà, moi, je vous présente ce qui se passe dans le Cher, mais chacun s'approprie aussi le concept et le duplique dans son propre département, dans sa région. Et l'objectif, justement, c'est de faire de retours d'expérience autant que possible des différents corps de métier, essayer d'améliorer le concept et le rendre parfait. Voilà.
Alors, je sens que je vais frustrer du monde parce qu'il y a encore des questions, mais il est l'heure d'aller manger. Et vous avez été tous très patients durant toute cette matinée, très endurant. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce matin. Merci Amélie.